Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, on reprend la série sur le tissu conjonctif. Et donc, je vais vous expliquer comment être sûr de ne pas avoir d'arthrose. Non, je rigole, ça c'est ce que je ferais si c'est ce que je vous dirais si j'étais youtubeur. Mais là, on va faire du contenu un petit peu sérieux. Donc, en gros, je vais vous parler du cartilage, d'arthrose, voir un petit peu comment le cartilage y réagit à la contrainte. On va faire un petit peu d'histologie aussi pour voir comment c'est foutu le cartilage. Et donc on va partir sur ça. Juste avant, c'est vrai qu'à chaque fois je le dis, mais enfin, je vous le mets en description mon Insta, mais bon, comme personne ne va en description, voilà, vous avez, je vous mets mon Insta ici, je le mets juste sur cette diapo là, comme ça si vous voulez aller me rejoindre, du coup dessus je fais quoi? En fait, je poste un peu en avance le contenu que vous voyez sur YouTube, mais d'une manière un peu moins complète, on va dire. Donc je fais les teasers entre guillemets des vidéos, et puis je poste des mèmes et des reels où on essaye de rigoler un peu. Et bon, c'est pas du goût de tout le monde, il y en a pas mal qui aiment pas trop, parce qu'on taquine un petit peu, mais on est là pour se marrer. Puis si vous avez des questions, c'est plus facile pour échanger. Alors quand je dis des questions, c'est pour discuter autour d'un sujet, c'est pas pour me dire j'ai mal à l'épaule, qu'est-ce que je dois faire? Parce que ça je peux pas répondre. Bon, du coup, on attaque, donc on va parler un petit peu de cartilage, on va commencer en parlant d'arthrose, comme ça on voit pourquoi c'est problématique l'arthrose, et on voit pourquoi c'est important de savoir entretenir son cartilage, en gros, entre guillemets. Donc l'arthrose, c'est la maladie rhumatismale la plus courante. En 2017, on avait 303 millions de personnes qui étaient touchées dans le monde, donc c'est une pathologie qui va toucher le cartilage articulaire, et l'os sous-chondral, donc on verra ce que c'est l'os sous-chondral, en gros c'est l'os qui est en dessous le cartilage, d'une articulation synoviale. En général, ça aboutit du coup au fait que l'articulation, donc, bah, elle devient douloureuse et elle perd en fonction. Donc elle peut toucher n'importe quelle articulation, mais en général, celles qu'on retrouve les plus fréquemment, c'est le genou, la hanche, la colonne vertébrale, la main aussi. L'arthrose, elle a un impact considérable sur la vie des patients parce qu'elle entraîne, donc, comme je l'ai dit, douleur, invalidité. Et il faut savoir par exemple que l'arthrose du genou, c'est celle qui est la plus responsable que toutes les autres pathologies de l'incapacité de marcher. Voilà, ça c'est important à savoir. Et on a des charges de morbidité pardon, qui sont similaires chez les patients qui sont atteints d'arthrose que chez les patients qui ont une pathologie qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde. Voilà. Donc, on va avancer, tout simplement. Voilà. Donc, juste un point avant. L'arthrose, ça peut donner de la douleur, mais pas forcément. Ok, arthrose n'est pas égal à douleur, et s'il y a une chose à retenir de ce que je vous dis là, c'est ça. Ok, par exemple, là, c'est sur le genou. Et on voit que sur le genou, donc en orange c'est les personnes qui ont plus de 40 ans, en bleu c'est ceux qui ont moins de 40 ans, et on voit que voilà, à partir de 40 ans, on a plus de 40% des gens qui ont de l'arthrose du genou, et ça c'est chez les personnes asymptomatiques. Pour la hanche, alors là je sais plus de quel âge à quel âge ça allait, mais voilà, on voit que en moyenne dans l'étude, il y avait quasiment un quart des personnes qui avaient des problèmes au niveau du cartilage, et chez la population qui en avait pas mal. Et là, ça c'est au niveau du dos, là vous avez les tranches d'âge, l'arthrose au niveau des facettes articulaires, et voilà, on voit par exemple qu'à 50 ans, c'est un tiers des gens qui ont de l'arthrose dans la population qui n'a pas mal. Voilà. Donc arthrose ne signifie pas douleur. C'était vraiment la chose la plus importante à retenir peut-être de la présentation ici. Et du coup, on va passer à la suite. Voilà. Donc rappel sur le cartilage, mais ça normalement vous connaissez, hein, mais bon, je vous le rappelle. En gros, le cartilage, il a une pour fonction la protection des articulations. Cette protection, elle est assurée par un réseau fibreux avec des fibrilles qui sont composées surtout de fibres de collagène de type 2 à 90%. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, donc le collagène. Donc 12 à 14%, ça c'est de tout ce qu'on retrouve hein, dans le cartilage, ok. Et dans ces 12 à 14% de collagène, voilà, on voit que le type 2, il représente 10 à 12% déjà. Donc on est vraiment sur beaucoup de collagène de type 2. Ensuite, on a des protéoglycanes, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc eux, ils sont hydrophiles et ils vont assurer la teneur en eau du cartilage. Et en gros, cette association entre les protéoglycanes et les fibrilles de collagène, ça va permettre de créer un tissu qui va être résistant à la compression. Le renouvellement du principal composant du cartilage, donc le collagène de type 2, il est extrêmement faible, ok. Il a je vous l'ai mis là, il a une demi-vie qui a été calculée comme étant de 100 ans, voilà, donc il se renouvelle très très lentement.
Donc là c'est pour ça, je pose la question, j'ai pas la réponse. De toute façon, quand je fais des... Ça ouvre des questions aussi, hein, mes vidéos, hein. Je réponds pas forcément à une question précise et puis tout est éclairé derrière. C'est juste que quand on prend des compléments de collagène avec du type 2 dedans pour qu'on va protéger les articulations, je sais pas si prendre du collagène de type 2, ça va directement influencer la production de collagène de type 2 au niveau directement du cartilage. Ça peut peut-être avoir des effets, ça serait bien de se renseigner d'ailleurs sur peut-être la douleur ou la fonction, peu importe. Mais est-ce que c'est parce qu'on prend du collagène de type 2 qu'on restaure ou qu'on crée des nouveaux collagènes de type 2, vu que la demi-vie elle est de 100 ans, c'est quand même très long. Je sais pas, à voir, faudra peut-être que je me renseigne là-dessus. Si je devais faire une vidéo sur le collagène, je préférerais déjà commencer par le collagène de type 1 pour tout ce qui est tendinopathie et tout ça, ça peut être intéressant. Type 2, on verra ensuite. Donc le cartilage articulaire, il fonctionne comme une surface d'appui presque sans frottement, tout en transférant uniformément les charges sur l'os sous-jacent. Voilà. En fait, c'est pour éviter les fortes contraintes à un seul endroit. C'est pour disperser les contraintes. Et en gros, cette surface articulaire, elle va être tapissée de ce qu'on appelle de lubrifine, qui va être produit par les chondrocytes. Donc les chondrocytes, ce sont les cellules qu'on retrouve dans le cartilage, et les synoviocytes. Les synoviocytes, c'est les cellules qu'on retrouve dans la membrane synoviale. Là, bon, bah, on a un schéma de cartilage normal. En fait, il y a plusieurs couches dans le cartilage. Et là, quand il y a de l'arthrose, ça ressemble à ça. De toute façon, on va juste faire un petit... Alors là, je vais vous faire un petit peu d'histologie, mais on va faire ça très rapide. Si vous voulez aller plus loin, de toute manière, je mettrai le PDF sur Discord. Vous pouvez venir sur Discord. Mais parlez quand vous venez, parce que c'est vrai qu'il y a il y a quand même du monde, mais personne parle. Bon, mais ça, c'est pas grave. Donc en gros, on a une zone superficielle qui représente 10 à 20% de l'épaisseur du cartilage. Les fibres de collagène de cette zone, elles sont serrées et alignées parallèlement à la surface articulaire. Les chondrocytes, ils sont plats et petits. Et en gros, il y a une densité importante de chondrocytes, on va dire. Ensuite, on a la zone ici moyenne qui représente 40 à 60% de l'épaisseur. Elle contient des protoglycanes et des fibrilles de collagène. Alors les fibres de collagène, elles vont être un peu plus épaisses et on voit que les fibres de collagène, là, elles sont obliques. Ok, en haut, elles étaient plutôt parallèles, on a vu, et là, elles sont plutôt obliques. Et les chondrocytes, ils sont sphériques, vraiment tout ronds, et bah, il y en a moins en termes de densité. Ensuite, on a la zone profonde, donc qui représente environ 30%. Donc là, je vous ai juste mis, c'est un autre schéma, hein, mais bon, sinon, voilà. Donc ensuite, on a la zone profonde qui représente environ 30% en termes d'épaisseur. Elle contient des fibrilles de collagène de plus grand diamètre dans une disposition, cette fois-ci, perpendiculaire à la surface ici. Une plus grande teneur en protéoglycanes, il y a un peu moins d'eau. Les chondrocytes sont typiquement disposés en colonne parallèlement aux fibres de collagène et perpendiculairement à l'interligne articulaire. C'est exactement ce qu'on voit là. Hop. Donc les chondrocytes et les fibres de collagène sont parallèles entre eux et perpendiculaires à la surface articulaire. Elle est responsable de la plus grande résistance aux forces de compression. Voilà, les forces, elles vont arriver normalement par là, donc voilà, ils sont bien placés pour résister aux forces de compression. Ensuite, on a la taille de marque, donc c'est ce qui disonne la zone profonde du cartilage qui est calcifiée. Et ensuite, on a la zone calcifiée qui est la zone de fixation du cartilage à l'os. Donc ça va ancrer les fibres de collagène dans l'os sous-chondral. Tout ça, c'est enchâssé. Et donc, en gros, on retrouve moins de chondrocytes et ils sont... et les chondrocytes sont hypertrophiques, voilà, donc ils sont plus gros. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, ouais, c'est enchâssé, en fait, tout ça. Et ça vous rappelle normalement la vidéo où je vous ai parlé du disque intervertébral. Hein. On n'a pas une vertèbre, un disque, une vertèbre, et puis à tout moment, le disque qui part, on ne sait pas où. Non, il y a des fibres de collagène qui sont ancrées dans les plateaux vertébraux. Bah là, les fibres de collagène, elles sont ancrées dans l'os, ça bouge pas. Enfin, faut pas croire voilà, que le corps humain, c'est bancal, quoi. Hein. C'est pas branlant. Voilà, donc là, comme ça, vous voyez que la teneur en collagène, elle augmente plus on va vers le haut, et puis là, du coup, c'est plutôt les glycosaminoglycanes qui augmentent en allant ici. Voilà, bon, et donc là, vous avez toutes les zones superficielles, intermédiaires, voilà, tout est là. Ensuite, on va casser un mythe. Là, on a fait une partie histologie. Déjà, on reprend un peu son souffle, ok. On va aller tranquillement. On n'est pas pressé de toute manière. Je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo. Donc, on va casser un mythe. Bon, on va faire un jeu. On fait beaucoup de jeux hein, dans cette série de vidéos. Donc, en gros, je vous présente 3 cas. Il y a un sédentaire, un coureur récréatif, coureur tranquille, qui court régulièrement mais fait pas de compète, et un coureur de compétition. Lequel a le moins d'arthrose, lequel a le plus d'arthrose?
Donc voilà, vous répondez dans votre tête, en commentaire, peu importe, on s'en fout. Donc qui a le plus d'arthrose? Eh ben, grâce à cette revue systématique avec méta-analyse, on peut, enfin on sait, qu'en gros, les coureurs de loisirs présentaient moins d'arthrose que les coureurs de compétition et les témoins qui étaient sédentaires. Donc en gros, ceux qui ont le moins d'arthrose, c'est ceux qui courent régulièrement. Ensuite, c'est les sédentaires. Et ensuite, c'est les coureurs vraiment de compétition avec... voilà, et donc là, vous avez les données ici. Donc 13,3% chez les coureurs compétitifs, 3,5% d'arthrose chez les coureurs récréatifs et 10,2% chez les contrôles. On voit quand même que sédentaire et contrôle, c'est quand même assez proche, hein, donc voilà, c'est... surtout que sédentaire, il y a tout un tas d'autres problématiques qui vont être... donc vaut mieux peut-être être quand même compétiteur pour avoir tous les effets quand même bénéfiques à côté du sport. Mais en gros, voilà, le but c'est de pratiquer une activité physique régulière. On arrête avec tous les professionnels de santé et les autres qui disent que la course c'est des impacts et du coup ça abîme les genoux. Ça c'est... Voilà, enfin, au bout d'un moment, il y a des choses, on a le droit de se dire quand même, ah, est-ce que je dis pas des bêtises à mes patients depuis un moment? Faut arrêter. Et moi je le vois, même des kinés, je reçois des patients des fois, et ouais, mon kiné m'a dit d'arrêter la muscu et tout ça. Enfin, faut... Déjà, on n'interdit rien à personne, ok? Qui on est pour interdire à quelqu'un de faire quelque chose? De toute façon, vous allez lui dire de ne pas faire. Voilà. Après, c'est une discussion, de la communication avec la personne pour adapter, faire quoi, voilà. Mais on n'interdit rien, voilà. Et vous allez lui interdire ça, le mec il a des douleurs, vous allez le plonger dans... vous allez mettre des facteurs psy en plus, il va avoir psychologique en plus, ou par exemple il peut avoir après de la peur évitement, des choses comme ça sert à rien, ok? Si il faut on peut toujours adapter l'activité. Donc ces résultats indiquent qu'un mode de vie plus sédentaire ou une longue exposition à la course à pied à haut volume et ou à haute intensité sont tous deux associés à l'arthrose de la hanche et du genou. Ouais, c'est sur les deux, hein, c'est sur les deux articulations, hanche et genou. Donc, on va voir pourquoi la contrainte, c'est bien, ok? Et là, normalement, ça doit faire écho à la vidéo sur les os, où je vous avais dit la contrainte, c'est bien. Parce que lorsque le cartilage il est soumis à une charge mécanique, il y a une interaction qui se fait avec les chondrocytes. Il y a aussi le FGF2, donc c'est un facteur de croissance de fibroblastique. Et en gros, les deux ensemble. Alors, il y a un autre facteur de croissance qui est important, j'en parlerai juste après, c'est le TGF bêta. Mais bon, en gros, voilà, les chondrocytes, les facteurs de croissance du fibroblast 2, tout ça, il y a une interaction et ça crée la synthèse de protéines matricielles par les voies MAPK. MAPK, c'était, vous vous rappelez, notamment dans le fibroblast, dans la mécanotransduction. Donc la stimulation mécanique du cartilage induit la libération par les chondrocytes de composés anti-inflammatoires, donc interleukine 4, 10, et il a été démontré que la 10, libérée au niveau intra-articulaire et autour de la synoviale, après un exercice aigu chez des patients qui souffraient d'arthrose du genou, ça pouvait être associé à un effet de diminution des symptômes de l'exercice dans l'arthrose du genou et de la hanche. Là, on va juste faire un point. Parce que, en gros, là, on va parler surtout de facteurs biologiques, biomécaniques, ok? Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a énormément d'autres voies qui sont activées. Je les ai pas toutes citées, mais si vous voulez aller plus loin, il y a toutes les références à chaque fois. Donc vous allez voir qu'il y a plein de voies différentes. Et tout à l'heure, il y a un schéma qui en montre quelques-unes de ces voies. Je voulais juste dire que voilà, donc quand par exemple il y a quelqu'un qui a mal au genou, vous le faites faire du sport, ok, peut-être sûrement il va sécréter de l'interleukine 10, ça va diminuer ses douleurs, parce que ça va diminuer l'inflammation peut être responsable de douleur, là je vous apprends rien, mais toujours pareil, on a la douleur, c'est tellement global que par exemple, si quelqu'un a mal au genou et que vous lui faites faire un effort physique, vous allez faire ce qu'on appelle par exemple de l'hypoalgésie ou de l'analgésie induite par l'exercice, donc voilà, donc qui sont d'autres systèmes qui vont se mettre en place. Vous allez faire aussi de la modulation conditionnée de la douleur, c'est-à-dire que si vous faites faire, par exemple, je sais pas moi, votre patient il a mal au genou, vous lui faites faire des squats, voilà, vous adaptez l'amplitude et tout pour que qu'il y ait un peu de douleur, que ça soit supportable et tout ça, mais vous lui cramez les cuisses. La douleur dans les cuisses, au bout d'un moment, elle va être tellement importante, ça va masquer la douleur dans le genou. Voilà, donc il y a toujours tout un tas de systèmes qui se met en place et on pense pas que biomécanique, ok? On pense pas que bioméca. Et donc, les forces mécaniques ont une grande influence sur la synthèse et le taux de renouvellement des molécules du cartilage articulaire, telles que les protéoglycanes, surtout les protéoglycanes en fait. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi
Je vais essayer de faire des parallèles avec d'autres endroits du corps humain. Alors là, du coup, à chaque fois, les références, vous avez juste pour la vidéo en cours, mais ce que je vous disais, normalement, sur d'autres vidéos, vous pouvez retrouver les références. En gros, c'est ce qu'on retrouve aussi chez les personnes qui font je crois qu'il y avait des études sur l'aviron, pareil sur la course à pied, ou au niveau du dos, effectivement, il y a des contraintes qui se mettent. Par exemple, l'aviron, il y a de la flexion, la course à pied, il y a des contraintes en compression. Et en fait, en général, ce qu'on retrouve, c'est que post-exercice, on a une augmentation du nombre de protéoglycanes au niveau du disque. Voilà. La mise en charge cyclique régulière de l'articulation augmente la synthèse des protéoglycanes, ça rend le cartilage rigide. En revanche, la mise en charge semble avoir des effets moins évidents sur le réseau de fibrilles de collagène du cartilage articulaire. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, au final, les protéoglycanes, ça va s'adapter, tout ça. Par contre, le réseau de fibrilles, pas sûr qu'il s'adapte. Et c'est pour ça que je posais la question, est-ce que le collagène de type 2, c'est vraiment, vous prenez du collagène, et ça va vraiment aller, de toute façon, le collagène, il va être découpé. Par contre, peut-être effectivement que dans le collagène de type 2, on va retrouver certains acides aminés dans des proportions différentes que par exemple quand vous prenez votre whey post-exercice, et du coup ça peut être intéressant. Je suis pas sûr qu'on rétablisse le réseau de fibrilles. Mais c'est pareil, là je dis je suis pas sûr, je sais pas, hein. Donc faites vos recherches, et si j'avance sur le sujet, je vous en parlerai. Donc j'en étais où là, les effets moins évidents sur les 1. Et la compression continue du cartilage diminue la synthèse des protéoglycanes et endommage le tissu par nécrose. Et ça, c'est ce qu'on avait vu dans l'os. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs, ils aiment bien être chargés. On les laisse reposer. Chargés, on les laisse reposer. Et les contraintes continues, c'est... Voilà, je crois que le disque intervertébral, il s'adapte pas à ça. L'os, il s'adapte pas à ça. Le cartilage, il s'adapte pas. Donc les contraintes de manière continue, c'est pas ouf. Voilà. Enfin, c'est pas ouf, c'est qu'en fait, on va pas s'adapter à ça. Voilà, ça crée pas d'adaptation. Bien que le cartilage articulaire ien semble présenter des changements atrophiques, amincissement pendant la décharge et peut présenter des changements de composition, donc augmentation des glycosaminoglycanes après l'exercice, il semble différer des autres tissus musculo-squelettiques ayant une fonction de support de charge, car il ne peut pas augmenter sa masse tissulaire à la suite d'une stimulation mécanique. Ouais, en fait, vous n'allez pas faire en soi vraiment plus de cartilage à la suite d'un effort. En fait, vous allez juste changer le taux de glycosaminoglycanes, donc potentiellement quand même la résistance à la contrainte. Vous n'avez pas changé grand-chose dans le réseau de fibrilles, mais voilà, on sait que il faut le stimuler pour qu'il soit en bonne santé, et on le verra comment c'est important de le stimuler, notamment quand on est jeune. Donc ça protège contre l'arthrose, entre guillemets, hein, de faire du sport. Donc c'est toujours pareil, hein, on parle beaucoup, c'est intéressant, mais à la fin on en vient où? Vous faites du sport, vous aurez des bonnes articulations. Et ça va un peu à l'inverse de ce qu'on peut entendre aussi en musculation, où plus vous faites de la musculation, plus on s'abîme les articulations. À partir du moment où on comprend qu'il faut charger et faut laisser des temps de repos, et que c'est comme ça que le cartilage il va se développer, c'est bien. Si vous faites tous les jours ou 2 fois par jour du squat à 500 kilos, ouais, là peut-être que ça va pas être bon. C'est voilà. Et au bout d'un moment, faut juste doser et faire les choses de manière appropriée. Alors, comment le cartilage il s'adapte? Alors là, ouais, c'est assez intéressant parce qu'en gros, il y a une association significative entre le volume du cartilage et le niveau d'exercice physique déclaré par les enfants. Et dans les études que je vous ai mises, les auteurs ils ont observé que l'activité physique c'était un facteur explicatif, significatif du volume du cartilage sur tous les sites du genou. Donc faites du sport quand vous êtes jeune et vous aurez plus de cartilage en termes de volume. Cependant, chez les adultes matures, les études n'ont montré aucune différence dans l'épaisseur, là on parle de l'épaisseur du cartilage, chez les triathlètes qui s'étaient entraînés pendant au moins 10 heures par semaine au cours des 3 dernières années, et qui avaient également été physiquement actifs pendant leur enfance et leur adolescence, donc des gens qui ont toujours bougé, par rapport à des personnes qui n'avaient jamais été physiquement actives, donc moins d'une heure de sport par semaine tout au long de leur vie, qui n'avaient pas d'emploi impliquant une activité physique et qui avaient un indice de masse corporelle normal. Donc on a des gens en gros sportifs, mais depuis toujours, des gens non sportifs depuis toujours, et en fait il n'y a pas de différence d'épaisseur. Et en gros, dans cette étude, ce qu'ils nous expliquent, c'est que ces observations indiquent que le mécanisme biologique qui permet de réduire les contraintes au niveau de la surface articulaire, ça peut consister en une augmentation de la surface portante du cartilage plutôt qu'en une augmentation de l'épaisseur. Donc en gros, c'est plus on va avoir une grande surface de cartilage, mais l'épaisseur elle va pas forcément augmenter. Pourquoi? Il semblerait, donc en fait, en gros, c'est que l'une des raisons possibles, c'est qu'au-delà d'une certaine épaisseur, la situation nutritive du cartilage devient critique. Donc on va revenir un petit peu avant
ici. En fait, le cartilage, il se nourrit comment? C'est vrai que je vous l'ai pas mis, mais par diffusion, à partir de la synoviale et à partir de l'os sous-chondral. Peut-être effectivement que plus ici, on augmente l'épaisseur, bah, la diffusion qui vient, d'en haut, et d'en bas, bah, elle va peut-être avoir ça va moins nourrir le cartilage. Effectivement, c'est peut-être pas une bonne chose d'avoir un cartilage trop épais. Peut-être qu'on va avoir des zones qui vont être, moins bien nourries, on va dire. Et ou que la répartition des contraintes au sein du cartilage devient défavorable lorsque le cartilage est plus épais. Donc peut-être que quand le cartilage il est plus épais, effectivement, la répartition des contraintes elle est moins bonne, moins bien faite. Voilà, enfin c'est des hypothèses qui ont été faites. Et donc ensuite, pas de contraintes ou trop de contraintes, moins de cartilage. Bon, de toute façon, on l'avait vu tout à l'heure avec les sédentaires et les coureurs compétitifs. Donc on a monté, enfin bon, il y a des études, après ils prennent des animaux, hein, là ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent, donc en fait ils ont pris des chiens, et en fait les chiens de course, en fait la surcharge du cartilage peut être obtenue par des distances extrêmes, ce qui entraîne une diminution de la teneur en glycosaminoglycane et une destruction de la structure et de l'organisation du collagène. Donc en fait on voit toujours qu'il faut la bonne dose de contrainte, et on s'adapte pas, ou du moins mal, à l'excès de contrainte et à la contrainte continue. Cela conduit à une perte de collagène et à une perte de chondrocytes, donc ça c'est carrément les cellules. L'inactivité aussi, donc là c'est trop d'activité. Bon, c'est chez l'animal, mais on peut se douter que chez l'homme ça ressemble à peu près à ça, et de toute manière on a vu que les coureurs, ça se passait un peu comme ça chez eux. Et après on a l'inactivité qui entraîne une réduction de l'épaisseur du cartilage. Par contre là l'inactivité ça réduit l'épaisseur. Comme vous vous rappelez dans le tissu osseux, quand on fait pas, on perd beaucoup d'os, mais quand on fait ce qu'il faut, on maintient plus qu'on gagne. Voilà. Donc l'inactivité entraîne une réduction de l'épaisseur du cartilage, voilà, ça a été démontré chez plusieurs personnes, donc les personnes paraplégiques et les personnes immobilisées à long terme. Les études animales confirment que cette réduction est associée à une diminution de la teneur en protéoglycane et que le nombre de lésions transversales a diminué avec le ramollissement du cartilage. On a vu tout à l'heure, là le cartilage on fait pas, il se ramollit. Quand on le stimule, il devient plus rigide. Vous voyez. Toujours, il répond à la contrainte. Je vais reprendre la phrase du docteur André Spina qui explique que la force c'est le langage des cellules et le mouvement c'est la manière dont on leur parle en fait. Et voilà. Et ensuite, la remobilisation a entraîné un certain rétablissement des lésions transversales et de l'accumulation de protéoglycanes, mais une récupération complète n'a pas été observée dans toutes les zones de l'articulation. Ok, et là j'ai plusieurs choses à vous dire, donc ça peut nous faire penser aussi pareil au tissu osseux, on a vu on perdait vite et on peut regagner, mais des fois on peut pas tout regagner. Il y a aussi une étude, alors je crois qu'elle n'est pas sortie, quand j'avais regardé il y a quelques semaines, je crois que c'est à 2 3 semaines, de Kisbar sur le collagène, avec l'immobilisation chez des souris ou des rats d'un membre, et ils avaient regardé un petit peu la teneur en collagène dans les tissus. Au bout de quelques jours, je crois, hein, ça diminuait énormément. Donc l'immobilisation, c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Et on voit que c'est mauvais pour l'os, on voit que c'est mauvais pour les articulations, on voit que c'est mauvais pour le tissu conjonctif, tendons, trame conjonctive, tout ça. Donc voilà, vraiment, il faut bouger. Il faut bouger, voilà. Ici, type de stimuli, donc on va regarder pour les effets sur le cartilage. Donc si on ne fait pas grand chose, ben, on a une atrophie du cartilage. Euh, Bon, pareil, là c'est une atrophie. Là, si on fait un exercice modéré chez l'enfant et chez l'adulte, on maintient l'intégrité du cartilage. Et si on fait trop, le cartilage, il se dégrade. Voilà, et en fait là on a les différentes voies. Hop, hop, hop. Ici c'est sous-charge, ici c'est surcharge, et ici c'est charge physiologique, la bonne charge. Voilà. Donc là, ici on arrive sur la destruction du cartilage, et là on arrive sur de la chondroprotection, la protection du cartilage. Ah oui, là je voulais parler. Là on va sortir on va reparler d'arthrose. Je voulais juste vous dire, ça j'ai trouvé ça marrant. Après, vous allez voir. En gros, ici, on a un essai contrôlé randomisé qui nous dit que les patients qui bénéficient d'un programme de physiothérapie fondé sur des données probantes comprenant thérapie manuelle plus exercice, ils ont obtenu des résultats nettement meilleurs après 1 an que les patients ayant reçu une injection de corticostéroïdes. Ça, on pouvait s'y attendre. Franchement, quand on suit un petit peu les choses, on se dit à chaque fois, de toute façon, le sport, en général, c'est quand même bon pour pas mal de choses. Mais ici, ils ont fait... Bon, c'est sûr, là, c'était à 1 an qu'ils ont pris les résultats. Et là, en gros, chez les personnes qui souffrent d'arthrose du genou, un programme d'exercice et d'éducation de 8 semaines a permis d'obtenir des améliorations symptomatiques et fonctionnelles équivalentes à celles de 4 injections intra-articulaires de sérum physiologique sur une période de 8 semaines. L'injection de sérum physiologique, c'est du placebo, hein. En gros, on fout rien. C'est pas des injections de corticostéroïdes. Donc si on lit ces deux données, ce qui est marrant, c'est que là, l'exercice, il est meilleur que des injections.
Mais le placebo d'injection est aussi efficace que l'exercice, et le placebo d'injection est plus efficace donc que celle de corticostéroïdes. Mais bon, après voilà, là il y a plein de choses qui changent dans les études, hein. Je trouvais juste ça marrant de le dire, mais déjà rien qu'on voit que sur la période de temps, 8 semaines et là 1 an, on n'est pas du tout dans les mêmes trucs. Mais c'est pour dire que l'arthrose, notamment au niveau du genou, c'est quand même c'est pas forcément facile à gérer de toute manière, hein. Ça peut être un petit peu compliqué. Là, on va parler effets spécifiques et effets non spécifiques parce que c'est quelque chose qui est important et puis ça s'applique donc là à des traitements, on va dire médicamenteux entre guillemets, mais ça se passe aussi dans les thérapies manuelles. En gros, on a les effets contextuels ici et les effets spécifiques d'un traitement. Donc on voit en fait que pour les douleurs pour l'arthrose, ce qui a été le plus efficace dans cette étude, au total, c'était l'application de crème anti-inflammatoire. Mais en fait, on voit que c'est ce qui a été le plus efficace, mais dont les effets spécifiques, c'est ce qui a été quasiment le plus faible, hein, voilà. Les effets spécifiques là, ils sont faibles. Bon, après, ça doit être équivalent à enfin, un peu plus que l'acupuncture, juste, mais voilà, pour dire que on a surtout des effets contextuels à l'application de crème anti-inflammatoire. Et ça, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est les effets contextuels? Pour vous donner une idée, c'est par exemple, vous êtes kiné, pardon, vous êtes patient, vous avez mal à l'épaule, et vous allez chez un kiné. Le premier kiné que vous allez voir, vous rentrez dans son cabinet, le cabinet il est hyper propre, c'est lumineux, il est bien décoré, il y a des beaux tableaux au mur, le mec il arrive, il est en blouse, tout est nickel, le kiné est beau gosse, il est poli, tout ça, il vous fait il vous fait un traitement et il vous fait, je sais pas moi, des glissements de la tête humérale, des glissements antérieurs et postérieurs de la tête humérale, et il vous fait un étirement du petit pec. Vous sortez de là et vous dites ah putain, ça va mieux et tout, franchement c'était bien. Le traitement en soi, bah, il a eu des effets spécifiques, mais le fait que vous soyez dans un bon environnement, que la personne ait été polie, qu'elle soit belle, que elle ait été sérieuse et tout ça, ça a amélioré le traitement. Et ça, c'est ce qu'on appelle les effets contextuels. À l'inverse, vous avez le même mal d'épaule, sauf que normalement, enfin, vous vouliez aller à ce cabinet-là, mais il est fermé, et vous allez dans celui d'en face. Et celui d'en face, vous rentrez, il y a une moquette dégueulasse au sol, le mec il fume dans le cabinet, ça pue la clope, il débarque, lui il est pas en blouse, par exemple, il a un jean, il a un t-shirt, le t-shirt il est troué, il y a des taches de café dessus, il est pas super poli, il vous fait deux techniques pour l'épaule, des glissements de la tête humérale et un étirement du petit pec. Vous allez sortir, il a fait les deux techniques, il les a fait pareil que l'autre, hein. Bah, vous allez sortir de son cabinet, enfin, peut-être potentiellement ça ira moins bien que l'autre, parce qu'en fait vous aurez diminué, même si les effets spécifiques c'était les mêmes, bah il y en a un, les effets contextuels ils étaient grands, et l'autre, bah les effets contextuels ils étaient peut-être tout petits, voilà. Et du coup, c'est ça les effets contextuels par rapport à l'effet spécifique. L'effet spécifique, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut attribuer à la technique en elle-même, en dehors de tous les effets contextuels, ok? Donc ça c'était intéressant. Voilà, là c'était les anti-inflammatoires ici. Et on voit que par exemple, et là c'était ça, c'est les infiltrations, glucosamine pareil, ça a quand même pas mal d'effets spécifiques. Bon voilà. Et ensuite de la compression pour induire la formation de chondrocytes. Donc là on va retourner un peu dans la dans la mécanobiologie pour finir. Donc en gros le cartilage il reçoit des contraintes de différents types. En gros il y a compression, tension, cisaillement, mais c'est surtout à la compression qui va répondre et qui va en fait engendrer une différenciation chondrogénique et hypertrophique des cellules souches mésenchymateuses. Ça veut dire qu'il y a les cellules souches mésenchymateuses, vous vous rappelez dans l'os il y en avait aussi, c'est celles en gros qui peuvent faire, elles ont plusieurs devenirs possibles, et en fonction de la contrainte que vous allez leur mettre, vous allez les induire vers un côté. Ok, sur l'os, on avait des cellules mésenchymateuses, et si on faisait de l'activité physique, ça allait dans la filière des ostéoblastes, donc ça allait faire de l'os, et si on mettait pas de contrainte, ça allait plutôt faire de la graisse. Voilà. Donc en gros, vous avez une cellule, elle peut faire plusieurs choses, mais en fonction de ce que vous lui dites de faire, vous allez l'induire. Voilà. Vous allez induire ce qu'elle va faire. Donc là, je vais juste remettre un peu de lumière. Et là, donc les cellules hypertrophiques, cytosquelette d'actine, et les voies ça on l'avait vu aussi dans la vidéo de présentation. En tant que composant central du cartilage articulaire, les chondrocytes peuvent aussi percevoir les signaux mécaniques par intermédiaire des intégrines. Bon, ça on avait vu, canaux ioniques, voie de remodelage du cytosquelette. Bon, c'est juste pour dire qu'on a des chondrocytes et des cellules souches, on met de la compression sur le cartilage, et en gros, on va, en jouant sur les chondrocytes et sur les cellules souches, on va engendrer de la chondrogénèse. Voilà.
Ce qu'il faut voilà, ça je voulais juste finir avec ça. La mise en charge sans facteur de croissance, hein, donc en gros si vous prenez du cartilage et que vous retirez les facteurs de croissance qui sont présents dans la matrice, vous mettez juste de la contrainte, bon là du coup c'est... Voilà, la mise en charge sans facteur de croissance entraîne une augmentation des glycosaminoglycanes par rapport au contrôle sans charge. Donc si on retire les facteurs de croissance et que vous mettez de la charge d'un côté et pas de charge de l'autre, bah, vous allez quand même avoir plus de chondrogénèse d'un côté, du côté où il y a de la charge. Mais il faut savoir que si vous prenez des témoins et enfin si vous prenez du cartilage et que vous mettez pas de contrainte et que là vous mettez juste des facteurs de croissance, notamment le TGF-bêta, bah, vous allez faire plus de chondrogénèse par rapport à si vous mettez juste de la contrainte. Voilà. Donc en fait, il faut les deux. Voilà, le TGF-bêta seul entraînait une augmentation beaucoup plus importante de la teneur en glycosaminoglycanes ainsi qu'une augmentation de la teneur en collagène. Donc il faut de la contrainte et des facteurs de croissance. C'est les deux réunis qui vont permettre. Donc là on a vu TGF-bêta, tout à l'heure on a vu FGF2. Voilà. Comment on augmente les facteurs de croissance? Bah pour le moment, je sais pas, j'avoue, j'ai pas regardé. Ok? Ensuite, avec quoi on va finir? On va finir avec des questions. Alors, il y a une interaction de ce que j'ai compris aussi entre les mécanismes qui vont se passer dans le cartilage et dans l'os, mais je suis pas allé plus loin parce qu'au bout d'un moment c'est quand même très long à faire. Et il y a aussi pareil des facteurs épigénétiques, hein. Donc l'épigénétique c'est de la modification des certains gènes en fonction du comportement que vous allez avoir et quand on fait du sport, il va y avoir des méthylations au niveau de certains gènes. Il faudra que j'aille un peu plus loin. Mais je pense que déjà pour cette vidéo là, on va s'arrêter là, hein. C'est déjà pas mal. Donc bah bien joué à tous ceux qui sont présents ici. Je pense que ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, vous pouvez vous applaudir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais peut-être que j'aurai les réponses, hein, j'ai pas les réponses à tout. Et puis si vous voulez aller sur Instagram comme je vous ai dit, et dans le Discord, je vous mets le document. Et on se dit du coup à la prochaine, salut!